Salut, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Dans l'actualité, on parle de la Covid-19. La vie reprend progressivement son cours normal en République du Bénin. La pandémie étant dans une pente ou sur une pente descendante, eh bien, le gouvernement, en conseil des ministres, hier mercredi, allège les restrictions, mais recommande toujours les mesures de base, le port obligatoire de masques en tout lieu public et dans les espaces marchands, le lavage systématique des mains et surtout la vaccination pour toutes les personnes éligibles. Dans la presse ce matin, retour sur le relevé du Conseil des ministres d'hier qui opte ainsi pour la relance de l'économie dans tous les secteurs d'activité. Ça va donc s'animer désormais et sur Actu Matin, nous irons dans les marchés avec Clément à Tchadé pour voir quels sont ces marchés qui vont s'animer et les coûts des produits en ce moment. Le forum, justement, nous sommes jeudi et ce jeudi, on aborde une question sur l'environnement, la protection et la conservation des tortues marines reste une préoccupation des organisations non gouvernementales africaines qui se mobilisent pour la cause. Dr Mathias Amou Aromadébé est chercheur, consultant en études d'impact environnemental. Avec lui, nous verrons les menaces qui pèsent sur ces espèces vulnérables, convoitées et gravement menacées. Et puis, nous aurons à élaborer autour de cette dynamique en cours dans certaines communes du Bénin, dans leur plan de développement. Les conseils communaux inscrivent en lettres d'or la restauration ou la construction de nouveaux hôtels de ville. Cotonou, Porto Novo, à Boumé-Canavi, Djougou et bien d'autres portent ce projet. Avec les débatteurs ce matin, nos discussions porteront sur les motivations et les moyens à disposition indispensables à la réalisation de ces rêves. Restez avec nous, c'est Actu Matin et nous en avons pour 2 heures. Tout de suite, la météo juste après la une des journaux. Et voilà, c'était les informations sur le temps pour le compte de ce jeudi 17 mars 2022. Dans la suite de ce programme matinal, vous aurez votre bulletin matinal avec William Cliquant. Et dans les titres, ouverture de la 2e édition de l'atelier femmes de jeunesse et Afrique, c'était hier à Cotonou. Et c'est un programme continental de renforcement des capacités et de l'intégration de la jeune féminine. Plusieurs femmes francophones et anglophones de différents pays d'Afrique sont présentes à la rencontre de cette année. Et puis, on continue de célébrer la journée internationale des droits des femmes à Natitengu, Kirou et Pondé. Dans ces communes, ce sont les femmes de l'Union progressiste qui ont réfléchi sur leurs conditions et au Bénin et dans leur parti politique. Vous aurez les détails dans notre midi-journal. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour ces informations en images. Wahab Para, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Le midi-journal, ce sera juste après la une des journaux. Et la une des journaux, c'est tout de suite.
Allez, nous avons des journaux avec nous. Oui, très peu de journaux aujourd'hui, jeudi, Christian Dandédian, dont on va s'en contenter en attendant que la revue de presse de Narcisse Alossé en fin d'émission vienne nous en dire un peu plus. Mais on retient qu'hier, mercredi, il y a eu Conseil des ministres. Les membres du gouvernement se sont rencontrés et il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises en ce qui concerne donc et qui engagent, je dirais, l'État dans sa centralité. Mais on s'intéresse au Covid-19 où il y a eu allègement toujours dans les décisions du Conseil des ministres hier mercredi. C'est Fraternité qui titre en premier ce matin baisse des contaminations et allègement des mesures de protection Covid-19, épilogue d'une pandémie, l'économie à la relance, création et opérationnalisation des chambres de la Cour des comptes, un tournant majeur, d'immenses défis à relever. C'est une information à retrouver, j'allais dire, à la page 3 du quotidien Fraternité. Et puis, il y a eu des nominations prononcées au niveau de la Cour des comptes. Louis Biao, directeur général de l'Agence nationale des systèmes financiers décentralisés, à propos de l'interdiction des tontines à Dogbé, l'épargne sous toutes ses formes est une activité réglementée. Et puis, leadership au Bénin, l'ONG CFAS distingue 9 braves femmes. Lancement de la session féminine de GMS et Afrique, l'intégration de la femme dans la surveillance de l'environnement adapté. À la une du quotidien sur le service public, la nation, allègement des restrictions contre la propagation de la COVID-19, le fruit d'une riposte avisée du gouvernement. Élaboration de la liste électorale informatisée, démarrage du complément d'information au RAVIP. Et puis 60 ans de coopération entre le Bénin et le Canada. L'ambassadrice Liane Herman est merveillée. C'était à l'université d'Abomey-Calavi. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Cléquant. Ce serait en son et en image. Le matinal à présent, législative du 8 janvier 2023, le RAVIP, passage obligatoire pour les électeurs. L'affichage démarre ce jour, les précisions de l'ANIP. Conseil des ministres, allègement des mesures contre la COVID-19, des nominations prononcées au niveau de la Cour des comptes et dans 2 ministères, nous apprend le matinal. Info matin, hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Le président Patrice Talon appelé à arrêter l'anarchie. Info matin qui nous apprend également qu'il y a eu incendie à la mairie de Dogbo et 2 bureaux sont consumés, des dégâts enregistrés, mais pas de victimes. Le Télégramme, baisse des cas de contamination COVID-19 au Bénin. Le gouvernement lève une dizaine de mesures sanitaires, mesures barrières et vaccination toujours en vigueur en République du Bénin. Et puis, Cour des comptes, Dandy Nyamou à la tête de la chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques, et Roch David Nyanwi, promu président de la chambre du contrôle et du jugement des comptes de l'État. L'autre quotidien, lutte contre la COVID-19, allègement des mesures préventives et restrictives. Et puis lutte contre l'invasion biologique au port autonome de Cotonou. Des acteurs portuaires visitent le laboratoire de surveillance environnementale. Voilà, Christian, tout rapide, introduction ce matin, essentiellement dominé par les mesures prises en Conseil des ministres hier mercredi. Et bien entendu, Fraternité qui titre ce matin baisse des contaminations et allègement des mesures de protection COVID-19, épilogue d'une pandémie, l'économie à la relance. Justement, article à découvrir en page 3 du quotidien Fraternité qui rappelle que le gouvernement opte ainsi pour la reprise des activités économiques, culturelles et sociales après donc cet allègement des mesures de protection contre la COVID-19 chez nous au Bénin. On va y revenir au forum de discussion dans les sujets pêle-mêle que nous aurons à aborder avec les débatteurs ce matin. Et puis toujours en Conseil des ministres hier, il y a eu donc cette décision prise pour l'opérationnalisation de la Chambre des comptes de la Cour des comptes. C'est un tournant majeur, d'immenses défis à relever par
les différents acteurs, écrit ce matin le journal Fraternité sous la plume de Moïse Dossumo. Rappelle qu'il y a eu des nominations à ce niveau. Roch Niaoui David, il est ex-doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi. C'est lui qui présidera la chambre de contrôle et du jugement des comptes de l'État. Dandi Niamou, précédemment secrétaire général de la Cour suprême, prendra les rênes de la chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques. Et Michel Odette Andrea Carena Adossou prendra elle autre la présidence de la chambre du contrôle et du jugement des comptes des collectivités locales. Le journal ce matin se félicite de l'approche genre adoptée par le gouvernement dans ces nominations, mais se pose également un certain nombre de questions que je vous invite à découvrir en page 3 du quotidien Fraternité, les questions justement sur les profils des nouvelles autorités de la juridiction Cour des comptes. Restez avec nous. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Assiomo Kani. Assiomo, Actu Matin se poursuit tout de suite, le bulletin matinal. Bulletin d'information de ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur a mis derrière 95 000. Eh, ouais, derrière Tchakilopo, Canal Plus, Canal Plus. Autant c'est né. Il la yi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 110 55. Dès aujourd'hui, une opération d'affichage de la liste des personnes devant régulariser leur situation pour figurer sur la liste électorale informatisée démarre. Cette première opération ne concerne que les Béninois âgés de 18 ans révolus à la date du 8 janvier 2023 et ayant déjà été enrôlés au RAVIP. Les orientations données par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes visent ainsi à éviter tout amalgame afin de faciliter le bon déroulement de l'opération. Nous vous proposons ici un extrait du point de presse fait par Cyril Boubouiji. Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. On peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Je vais donc dire en termes plus clairs, si je suis au RAVIP et je n'ai jamais pris part au processus électoral, qu'est-ce que je fais? Je sors pour aller consulter la liste. Si je retrouve mon nom, je dis, ah ok, je suis bien là, mais pour voter au 8 janvier 2023, date du scrutin des prochaines élections législatives, voici là où je vais voter. Ou bien je suis vraiment ici à Calavi, mais au 8 janvier 2023, je serai déjà à Abomey. Donc je voudrais qu'on complète cette information électorale capitale pour moi. C'est vrai, j'ai fait le RAVIP, mais c'est à Cotonou que je suis allé faire. Voilà que vous êtes dans mon arrondissement, maintenant vous avez affiché une liste, mon nom n'est pas là. Mais voici la preuve que j'ai fait le RAVIP. Mais je n'ai jamais fait la LEPI. Je présente ça, les gens prennent l'information, j'indique là où je vais voter.
cette information est prise et puis c'est fini, j'ai régularisé ma situation. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter. Et nous avions eu notre nom sur la liste électorale, et que nous avons aussi fait le RAVIP, nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Dans la mesure où nous avons déjà participé au processus électoral, au dernier processus électoral, tout au moins les 2 dernières élections dans notre pays, ça veut dire que, indiscutablement, nous avons été électeurs. Si nous avons fait le RAVIP, ça consolide notre statut d'électeur. Nous ne sommes pas pressés pour le moment. Dans 2-3 mois, on va nous inviter et nous allons sortir pour aller voir si nous sommes vraiment sur la liste électorale. Nous ne sommes pas concernés. Et voilà, cette opération s'ouvre aujourd'hui, ce jeudi, et à court sur 1 mois, prendra fin donc le 16 avril prochain. Allez, dépêchez-vous. Continuons à depuis hier un atelier sur le thème femmes dans GMS et Afrique. William Pliquant. Christian, c'est une rencontre qui a sa 2e édition et qui mobilise plusieurs femmes venues des pays anglophones et francophones d'Afrique. Teddy Goudalo pour les précisions. Elles se sont massivement mobilisées pour la 2e phase de l'initiative GMS et Afrique à Cotonou. Un programme qui va permettre le renforcement du rôle des femmes et surtout leur intégration à tous les niveaux. La Commission de l'Union africaine, dans l'agenda 2063, a inscrit le genre comme une priorité. Et le genre, c'est dans les 2 sens, hein. Ce n'est pas seulement du côté des femmes. Il y a des endroits où il y a beaucoup de femmes, ben, il faut équilibrer, il faut amener un peu d'hommes. Mais nous, dans notre cas, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ce qui nous amène, dans le domaine général des sciences et technologies, à travailler sur différents segments pour augmenter le nombre de femmes. Non seulement pour augmenter le nombre de femmes, mais pour leur donner toute leur place. L'événement qui a lieu cette semaine à Cotonou vise à rassembler différents profils de femmes de toute l'Afrique pour pouvoir écouter quels sont leurs besoins, quels sont les défis, quels sont les enjeux de cet aspect. Plusieurs communications sur ce que doit être l'image de la femme dans divers domaines, la question de l'éducation des filles et bien d'autres sont au centre des échanges. Les participantes sont venues de plusieurs pays anglophones et francophones d'Afrique. Cette initiative pour renforcer la présence de nos sœurs dans le programme GMS, mais au-delà du programme GMS, dans tout ce qui est relatif aux sciences spatiales et aux technologies spatiales. La CEA ce matin se réjouit d'être là et de travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine pour mettre en place non pas seulement une initiative limitée à GMS, mais un programme régional continental sur le renforcement des femmes dans les sciences géospatiales et dans l'innovation et les technologies. L'atelier bénéficie du soutien de l'Union européenne. Les travaux prendront fin le 18 mars 2022 et des propositions pratiques sont attendues pour une réelle émancipation de la femme. Une délégation de la Commission des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social CES est en tournée à l'intérieur du pays. Elle s'est rendue à l'unité de dialyse Longue Vie à Baume-et-Calavi. Cette unité d'ailleurs qui a reçu la visite du président de la commission de sa suite pour s'enquérir des conditions de travail du personnel de ce centre. Il y a eu aussi échange notamment axé sur la prise en charge des sous-dialyses au Bénin. Elvis Tonoukouin et Ingrid Day. C'est une tournée de 3 jours qu'a entreprise la Commission des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social. Après sa descente à l'unité de dialyse du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kotoukou-Maga de Cotonou, dans le cadre de l'étude relative à la prise en charge des personnes sous dialyse au Bénin, la délégation vient ensuite à l'unité de dialyse Longue Vie d'Abomey-Calavi. À cette étape aussi, les membres de la commission ont échangé avec le personnel de ce centre sur les difficultés qui entravent leur mission. Il n'y a pas de jour, on apprend qu'au CNHU, l'appareil de dialyse est en panne, pas ici,
ou bien bon, les dialysés ne sont pas suffisamment pris en compte. On veut comprendre ce qui se passe dans ce secteur pour effectivement formuler des avis et des recommandations au président de la République et pourquoi pas au bureau de l'Assemblée nationale pour que quelque chose soit fait pour effectivement créer un cadre vraiment très relax pour nos frères, je veux dire, nos sœurs et frères qui vivent de l'insuffisance rénale. Assisté par le docteur Olga Nascimento et après avoir fait l'historique du centre, le promoteur a entretenu ses visiteurs sur les causes, les manifestations et les conséquences de ce mal. Était également au cœur des échanges le traitement de la maladie et les coûts y afférents. Le problème à cœur de notre débat était centré au niveau de la prise en charge et puis tout le corollaire. Quand une couche de la population aussi importante se voit déshéritée, sans être prise en charge, c'est tout un problème et pour la famille et pour son milieu professionnel. Prendre en charge un patient dialysé, 1 semaine, 2 semaines, là c'est possible. Mais sur toute une année, ça devient onéreux et pesant. Si les autorités au plan national peuvent prendre le problème à bras le corps et régler, cette problème de prise en charge, ce sera un soulagement pour eux. La séance d'échange a pris fin par la visite de l'unité de dialyse longue vie d'Abomey-Calavi. Cap est enfin mis sur Boycon et Parakou pour le même exercice. Coopération Nord-Sud dans la suite de ce mini-journal, dans le cadre du 60e anniversaire de la coopération entre le Canada et le Bénin, l'université d'Abomey-Calavi a reçu hier l'ambassadrice canadienne près le Bénin. Après un tête-à-tête avec le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, elle a participé à un panel de discussion sur l'éducation avec les étudiants du campus. Ali Moumouni et Deron Kwevi. S'il faut raconter l'histoire de l'université d'Abomey-Calavi, l'implication du Canada dans sa création n'est pas négligeable. Et c'est grâce à la coopération bénino-canadienne qui date aujourd'hui de 60 ans. En ce qui concerne le Canada, il faut d'abord souligner qu'en décembre 1969, une première mission avait été reçue dans notre pays pour la création de l'université. Elle était dirigée par M. Robert Ricard et avait examiné le concours que le Canada pourrait offrir au développement d'un enseignement supérieur au Dahomey. Ensuite, de juillet à août 1970, c'était une mission intégrée de l'UNESCO et du Canada. Enfin, dans les années 1970, le Canada a octroyé au Bénin un crédit pour la construction du Collège polytechnique universitaire, CPU, devenu aujourd'hui École polytechnique d'Abomey-Calavi. Pour commémorer cet anniversaire, l'ambassadrice du Canada près le Bénin s'est elle-même déplacée sur l'UAC. Je vous transmets ce document. Ça, c'est le bilan de 100 jours de l'équipe qui est là. Et ici, c'est le magazine des 50 ans d'existence de notre université. Madame l'ambassadrice, avec plaisir que je vous transmets ça. Selon le programme, un tête-à-tête avec le recteur, puis la visite d'une station de traitement d'eau usée. La journée porte ouverte organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la coopération bénino-canadienne a servi de cadre d'échange entre l'ambassadrice et les étudiants. Les discussions sont axées sur l'éducation. Vous conviendrez peut-être avec moi que le choix d'une destination d'études peut avoir des répercussions sur les perspectives d'emploi d'une personne ainsi que sur sa qualité de vie. En choisissant le Canada, vous accédérez à une excellente expérience en matière d'éducation, une expérience enracinée dans une culture d'apprentissage sur le terrain, de faibles ratios étudiants-professeurs, ainsi que de technologies de recherche, d'innovation, d'avant-garde. Pour le panel, les étudiants ont suivi des compatriotes qui ont partagé avec eux leur expérience d'études au Canada. Les différentes opportunités liées au système éducatif canadien leur ont été également présentées. Il faut noter qu'à l'occasion, une exposition des structures accompagnées par le Canada est réalisée sur place. On va rester avec Ali Moumouni pour noter qu'en marge de cette visite à l'université d'Abomey-Calavi, l'ambassadrice du Canada près le Bénin a découvert une station de traitement d'eau usée.
C'est une technologie canadienne de son pays, donc conduite ici au Bénin par la société L'Ordéon Sarl. Retour sur les temps forts de cette descente. L'ambassadrice du Canada près le Bénin sur le site de la station de traitement d'eau usée du campus d'Abomey-Calavi. Accompagnée du recteur de l'université et du PDG de la société L'Ordéon Sarl, maître d'ouvrage délégué, elle est allée constater la mise en place du projet qui émane d'une technologie canadienne. J'aime bien aussi le fait que c'est un transfert de technologie entre le compagnie canadien et ici les compagnies locaux. Et je trouve que ça, c'est important de partager ces connaissances. Comme ça, la technologie peut être utilisée ici partout au Bénin. Et j'espère que les communautés et les gens vont apprécier cette technologie pour nettoyer l'eau. L'œuvre est un projet pilote de traitement d'eau usée qui est installé ici sur le campus d'Abomey-Calavi. Avec ce système, c'est un traitement biologique des eaux issues des fosses septiques qui se fait pour aboutir à une eau de qualité. Et tout ceci sans aucune consommation d'énergie électrique. Le dispositif est ici mis à la disposition du laboratoire des sciences et techniques de l'eau de l'UAC. Cette technologie vient aider la Terre dans son processus de traitement des eaux usées. C'est-à-dire avec la démographie qui grandit aujourd'hui, la Terre n'arrive plus à faire le traitement comme ça se doit. Donc le système conventionnel qui existe ne fait plus bien le traitement. Donc ce type de technologie va permettre maintenant de bien filtrer l'eau usée avant de les laisser dans la nature. Plus on ne traite pas les eaux usées avant de les laisser dans la nature, ça pollue et ça peut endommager beaucoup de choses. Et ce système est un système innovateur, dans ce sens où quand vous partez du bassin anaérobie, c'est-à-dire toutes les fosses septiques que nous avons dans nos maisons sont des bassins anaérobies, parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui arrive. À la sortie, vous avez toujours des problèmes d'odeur. Vous voyez ici, on ne sent pas du tout les odeurs. Ça, c'est un premier aspect de la chose. Et le deuxième aspect, c'est que la filtration qui est mise en place pour tous les problèmes que nous avons en termes de filtration, c'est le colmatage. Ici, vous n'avez pas de problème de colmatage. Et donc, l'eau qui rentre, vous pouvez sortir cette eau qui, cette fois-ci, est de bonne qualité. Et donc, je peux rassurer en ce qui concerne le dispositif, en ce qui concerne le procédé, que c'est un procédé de qualité. Ce que nous faisons au laboratoire, c'est de le suivre et l'améliorer au jour le jour. Avec cette technologie canadienne de DBO international, mise en œuvre au Bénin par la société L'Ordéon Sarl, il est désormais plus facile de traiter les eaux usées et par la même occasion protéger l'environnement. Celles-ci sont réutilisables notamment pour l'agriculture et bien d'autres activités. Merci à Ali Mouni pour le point de la descente de l'ambassadrice canadienne. Dans l'Atakora, les femmes de l'Union progressiste de Nanti Tengou célèbrent encore la journée internationale de leurs droits. Elles sont venues des différentes couches socio-professionnelles de la localité. Elles se sont retrouvées pour réfléchir sur les conditions de travail et aussi de vie à la maison des jeunes de Nanti Tengou. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou. De vaillantes femmes militantes et sympathisantes de l'Union progressiste dans cette caravane à travers les rues de Nanti Tengou ce samedi 12 mars 2022. C'est le premier acte de cette célébration en différé de la Journée internationale de la femme édition 2022. Cadre choisi pour les manifestations proprement dites, la Maison des Jeunes. Pour un développement inclusif et durable, ces femmes battantes de l'Union progressiste n'entendent plus jouer aux figurantes dans l'arène politique. Nous avons besoin de participer à l'animation de la vie politique avec conviction et engagement pour mériter la confiance des responsables de partis et briguer les postes de responsabilité politique. Vous voyez cette salle. Parmi elles, il y a des diplômés. Parmi elles, il y a des transformatrices. Ne nous oubliez pas. Faites toujours quelque chose pour que nous ayons la force de toujours vous accompagner. Et je vous connais, vous êtes un homme de parole. Vous m'avez dit ici, Eric, en partant, donne-moi quelques contacts. Je sais que je le ferai. Il faut l'applaudir. À en croire les responsables de la coordination départementale de l'Union progressiste, cette formation politique reste un parti de masse qui travaille à promouvoir l'approche genre au sein de ces différentes instances. Vous savez que le parti tient beaucoup à la représentation de la femme.
Et pour cela, il est exhorté à ce que dans toutes nos cellules, qu'on puisse avoir au minimum 30% de femmes. Le jaune, la couleur jaune, le symbole de UP n'a pas d'ethnie. Il est national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça que je voudrais vous faire savoir. Et je voudrais aussi vous dire que votre mobilisation de ce matin ne sera pas vaine. Après Nati Tengou, cap sur Kouandé, ici également, la coordination départementale de l'Union progressiste, conduite par Jacques Nyempabou, a voulu honorer la femme à travers sa présence. À demain, Christian. Merci bien. Merci à vous, William Cliquant. Bonne journée du jeudi. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Allez, avec vous, ce sera le tour dans les marchés. On va observer la pause, le temps de vous préparer correctement. Oui, bien sûr, il y en a besoin. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Allez, les jeudis, c'est pareil, hein, on parle des marchés qui s'animent le jour même, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et nous sommes avec vous. Oui, Christian, et on commence donc par ce jour. Les marchés qui s'animent sont les suivants. Ce jeudi, donc, le marché de Kokokodji s'anime, le marché de Serhoué s'anime, le marché d'Ajara s'anime aussi ce jeudi, le marché de Wando à Porto-Novo, la capitale, s'anime, le marché de Dangbo aussi s'anime, le marché de Sé s'anime, le marché de Kalale s'anime, le marché de Niki s'anime, le marché de Pira d'Ambante aussi s'anime, et toujours ce jeudi, le marché d'Alejo s'anime. Demain, vendredi, le marché de Passé s'anime, le marché de Tofa aussi s'anime. Demain, le marché de Sekou s'anime, le marché de Lokosa s'anime. Demain, le marché de Kover, le marché de Savalou aussi s'anime. Le même jour, les marchés de Banikwara, Malanville et Djougou aussi s'animent. Demain, vendredi. Samedi, le week-end, donc, comme vous l'avez bien annoncé, le marché de Bokombe et Kouandé s'anime samedi. Toujours samedi, le marché de Barienou s'anime aussi. Le marché de Wenchi s'anime, le marché de Dogbo s'anime, le marché de Komé aussi s'anime toujours samedi. Le marché de Kandi, le marché de Dogbo et le marché de Dassazoumé s'animent. Dimanche, le marché international d'Antokpa s'anime, le marché d'Azové s'anime aussi dimanche, la journée dominicale, le marché d'Akodeha s'anime aussi dimanche, le marché de Nati Tengou s'anime, le marché de Kérou s'anime, le marché de Sakete s'anime, le marché d'Avrankou aussi s'anime, le marché de Gouka aussi s'anime, toujours dimanche, les marchés de Boïkon et de Massi s'animent. Et maintenant, voici pour vous quelques tendances de prix. Les prix ne baissent pas encore sur nos marchés, bien au contraire. Toujours la vague de l'augmentation se poursuit. Et comme vous pouvez le voir avec la complicité de notre réalisatrice du jour, oui, à Wando, un peu comme à Serhoué, le gari est à 400 francs le kilogramme, alors que le maïs est à 325 francs le kilogramme. Oui, on constate quand même que le maïs baisse légèrement. Le seul
produits de grande consommation, en tout cas dont le prix est maintenu, oui, le poids d'Angola est à 1500 francs le kilogramme, alors que le gombo est à 650 francs le kilogramme. À Banikwara, un peu comme à Malanville, le maïs blanc est à 310 francs le kilogramme. L'huile végétale est à 1100 francs le litre, alors que le gari, comparativement à Wando et à Seroué, le gari est à 325 francs. 75 francs le kilogramme, alors que le sorgho rouge est à 370 francs le kilogramme. À Comé, un peu comme à Dogbo aussi, le Cosette Diam est à 400 francs le kilogramme, alors que le haricot blanc, 600 francs, alors que le rouge est à 700 francs le kilogramme. Le sorgho dans ces deux marchés est actuellement à 425 francs le kilogramme. À Dantokpa, le marché international d'Antokpa, un peu comme au centre, précisément à Boïkon et à Massi, les cassoulets sont à 2500 francs le kilogramme, alors que l'ananas à Dantokpa et dans le centre du pays est à 190 francs le kilogramme. Le tapioca, lui, est à 550 francs le kilogramme, pendant que l'iam jaune, l'iam appelé donc aussi est à 500 francs dans ces trois marchés. Christian, voilà le tour de nos différents marchés, les marchés locaux qui s'animent aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi et les week-ends, c'est-à-dire samedi et dimanche, et quelques infos sur les prix de ces produits très très consommés dans nos différents marchés. Super, c'est magnifique. Avec vous, Clément Achali. En Conseil des ministres hier, le gouvernement a levé un certain nombre de mesures concernant les restrictions en rapport à la pandémie du coronavirus, et dans tous les secteurs de l'activité économique, la vie reprendra normalement son cours. Oui, on va dire que la vie va reprendre progressivement parce que toutes les mesures, comme vous l'avez bien dit, ne sont pas encore levées. Mais une chose est quand même claire, quand on voit le nombre de décès qui baissent depuis un bon moment, les cas de contamination aussi qui n'évoluent plus comme il était avant. Je pense qu'il y a de quoi donc à lever certaines mesures, aussi bien pour permettre la circulation ou le déplacement des paisibles populations, mais aussi favoriser davantage certaines activités économiques, parce que vous savez, dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie et autres, on se rend compte que certaines mesures ne favorisaient donc pas certaines activités, et lorsqu'on lève ces mesures, parce que l'urgence n'est plus, la même, c'est une bonne nouvelle pour le secteur économique et quelques activités surtout économiques. Voilà, merci beaucoup Clément Achali. Rendez-vous Page Éco, ça fait lundi prochain, mesdames et messieurs, vous restez en place, nous sommes jeudi, nous aurons l'interview du jeudi dans notre journal des sports, et ce sera avec Ali Moumouni. Ce matin, on parlera de la boxe. Oser, croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
Retrouvez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, le journal des sports avec vous. Allez, Moumouni, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. On commence bien sûr par la Ligue des Champions. Oui. Hier, voilà, on savait déjà que la montagne Chelsea était difficile quand même à franchir pour les Lillois, mais ils se sont quand même permis un peu de rêve pendant une quinzaine de minutes, sinon un quart d'heure de jeu. Mais Chelsea a su revenir au score déjà après l'ouverture donc sur penalty par Yilmaz Bourak. Chelsea revient grâce à Pulisic. Les Canadiens bien sûr juste avant la pause de cette explication et se permet donc l'espoir. Et à la reprise, donc à la 70e minute, c'est donc le capitaine qui permet aux Blues, malgré les difficultés, donc de composter, donc de se conforter dans sa place, dans sa position de leader et donc d'être qualifié pour les quarts de finale cruciaux de cette Ligue des Champions. L'autre surprise de la soirée hier, bien sûr, pour ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, c'est bien sûr l'élimination de la Juventus de Turin. Juventus qu'on s'attendait bien sûr qu'il pouvait prendre le dessus sur son adversaire Villarreal, mais non, Villarreal s'est imposé à la vieille dame à l'arrivée, score 3-0 cruciaux. Une très grosse surprise, on ne s'y attendait pas du tout, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est Villarreal qui se qualifie pour le prochain tour. Vous le verrez tout à l'heure sur ce tableau, les 8 qualifiés donc pour le prochain tour, donc les quarts de finale. On aura donc Atlético Madrid, Bayern de Munich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid et pour finir Villarreal. Christian, voilà pour ce qui concerne la Ligue des Champions. Le tirage au sort, on le disait, est prévu pour ce vendredi, donc demain. À la suite, on parle basketball. La troisième journée de la conférence sud a été disputée donc hier. La Ligue professionnelle de basketball, bien entendu, Azo Model était donc face à Energy Basketball Club. Résultat à l'arrivée 47-66. Azo Model s'est incliné face à son adversaire AOL Basketball Club après le dessus sur Éternel 57-46. Rencontre un peu serrée et pour finir, c'est Renaissance qui s'est incliné face à Elan Coton. Elan Coton, bien sûr, vous connaissez, leader de la conférence sud. Dans la conférence nord, on a donc Tigre qui était donc face à Team BS. Tiger BBC qui s'est incliné face à son adversaire 83-70 à l'arrivée. Le Real Sport de Paraguay a pris le dessus sur les Panthers 63-49. Et pour finir, c'est donc cette victoire de Atasport face à Flèche Noire 99-81. Cochon, voilà pour ce qui concerne également le basketball. On avait dit le mardi dernier que l'interview de jeudi, comme vous l'annoncez tout à l'heure, sera consacrée à la bourse. Eh bien, mesdames et messieurs, chose promise, chose due, avec le président de la Fédération béninoise de boxe, il sera question dans l'entretien que vous allez suivre tout à l'heure de la restructuration du Nobla béninois pour redorer son image aussi bien au plan national qu'international. Quels sont les projets à court, moyen et long terme? Pierre Henvy est notre hôte de ce matin. Il nous en parlera. Suivez ici donc l'interview de jeudi avec le président de la Fédération béninoise de boxe. Oui et non. Oui, parce que nous avons pu finir la saison, malgré les difficultés que la vilaine maladie que nous connaissons tous nous a causées. Oui, parce que nous avions pour ambition faire de manière à ce que les autorités de ce pays puissent constater ce que nous sommes en train de faire et puissent nous contrôler, et je peux dire de temps en temps, puissent nous évaluer, n'est-ce pas, de manière à ce que l'on puisse, disons, prendre la boxe autrement que tel qu'on l'apprenait. Donc autour de l'événement, sur toute la phase finale, en passant par Parakou, à Tiémé et l'apothéose à Porto-Novo sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Et je crois que sur ces plans-là, je peux, disons, me frotter les mains, je peux dire que je suis satisfait.
Mais je ne suis pas satisfait sur le plan, je peux dire, des athlètes. Les athlètes qui avaient très bien débuté ce championnat-là lors de la première étape à Parakou, où tout s'était bien passé. Le tour d'Atiémé ayant été ralenti, ou bien nous nous sommes vus, disons, obligés de reporter la deuxième phase, parce que Dame Covid s'était réinstallé et au moins le tiers des boxeurs qualifiés pour participer à cette phase n'avaient pas pu, n'est-ce pas, se faire vacciner, alors qu'on devait respecter les lois de la nation, et nous avons été obligés de compter uniquement avec ceux qui nous présentaient leur passe vaccinal. Voyez-vous, donc ceci a fait que tous les talents qu'on attendait à l'étape d'Atiémé et à l'étape de Porte-Novo, on ne les a pas eus. Vous savez, qui voyage loin ménage sa monture, comme dirait l'autre. Vous savez, le Bénin n'est pas une grande nation, disons, sportive, parce que, quelque part, nous connaissons, autant que nous soyons, tous les maux dont souffre le sport béninois. En tête, c'est le manque de vision. Donc, l'absence de boussole. Nous avons très tôt constaté, et lorsque l'occasion est arrivée que je prenne la tête de la discipline, le comité exécutif que c'est l'insigne honneur de diriger, n'est-ce pas, a pu pratiquement s'asseoir autour de ces problèmes-là qui pratiquement devraient nous orienter autrement et qu'on devait arrêter alors de naviguer à vue. Vous auriez dû constater que les 18 et 19 juin 2021, nous étions en séminaire atelier où on avait invité tous ceux qui sont concernés par le noble art. Et c'est à travers ceci que nous nous sommes dit qu'il faut alors faire de manière à ce que nous puissions compter sur la relève. La relève pour nous, c'est fixé d'abord pour objectif les Jeux olympiques de Sénégal 2026, puisque au Sénégal en 2026 se dérouleront les Jeux olympiques de la jeunesse. Et après cela, nous sommes en train de vouloir viser aussi les Jeux qui se tiendront en 2028 à Los Angeles, et aussi en même temps ces mêmes Jeux olympiques qui se tiendront à Brisbane en Australie en 2032. Alors nous avons commencé par le commencement, c'est mettre au vert désormais à partir des congés de détente la dernière fois, et ça va se poursuivre, mettre au vert les enfants de moins de 13 ans qui pratiquement ne vont pratiquer que cette discipline-là pendant les congés et les vacances scolaires. Ça nous permettra de travailler pendant 4 ans, depuis maintenant jusqu'en 2026, où nous sommes sûrs de trouver de véritables talents capables de représenter le Bénin pour nous ramener des médailles. Bon, vous savez, nous avons constaté depuis que nous sommes arrivés au niveau de la fédération qu'il y a une obligation de prendre les dispositions pour institutionnaliser, n'est-ce pas, la fédération béninoise de boxe. Vous savez que nous nous trouvons aujourd'hui au niveau du siège de cette discipline-là, un siège qui n'existait pas. Et nous avions déjà commencé, et vous avez constaté qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre siège, nous avons un secrétariat permanent qui fonctionne de 8h à 13h et de 15h à 19h. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une léthargie, il y a une absence de tests et d'incompréhension par les acteurs de ces tests. Actuellement, nous avons mis en place un comité qui est en train de relire les tests de la fédération, j'ai nommé les statuts et le règlement intérieur, quitte à ce que nous puissions, à l'image du gouvernement, changer la donne. Le gouvernement qui, aujourd'hui, a une formidable politique à l'endroit du sport.
Et vous allez constater que là-dedans, nous sommes en train d'introduire la création de la ligue professionnelle qui va s'occuper uniquement des boxeurs professionnels. Parce que là aussi, la fédération n'en arrivait pas, puisque dirait l'autre qui trop embrasse mal les trains. Quand la ligue professionnelle naîtra, vous verrez que les boxeurs professionnels seront mis à part, confiés à cette ligue professionnelle, et la fédération va s'occuper tout simplement des boxeurs amateurs et bien s'occuper de ceux-là. Voilà à peu près ces genres de projets que nous sommes en train de vouloir mettre en branle. En 2022, vous savez, les difficultés que nous avons sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez de talents qui avaient fait parler du Bénin sur le plan, je peux dire, de la boxe. Et ceux-là, il leur faut des formations, puisque nous n'avons pas d'entraîneurs sur le terrain, nous n'avons pas de manager, nous n'avons pas de matchmaker. Et nous sommes tenus de faire de manière à ce que nous écrivions aussi le statut du boxeur béninois, le statut des managers, le statut, je peux dire, des matchmakers, le statut du boxeur professionnel, et quitte à ce que tout ceci puisse être un plan législatif, si vous voulez, pour la fédération. Ces boxeurs que je viens de citer doivent bénéficier de formations diplômantes, de manière à ce que, ensemble avec le ministère, ensemble avec le comité national olympique, nous puissions voir dans quelle mesure on peut trouver des experts venus de l'extérieur qui viendront les prendre, qui pendant une semaine, qui pendant 2 semaines, et de manière répétée, pour que nous puissions rehausser le niveau de ceux qui savent déjà pratiquer la boxe, de ceux qui ont déjà participé, n'est-ce pas, à la chose en tant que pugiliste, et qui aujourd'hui n'attendent que pour être utilisés et bien utilisés. Allez, Pierre Henville, vice-président de la Fédération béninoise de boxe, président par intérim de cette fédération. Christian, vous l'avez bien entendu, donc autant d'initiatives pour redorer l'image de la boxe béninoise, du noble à béninois, et permettre donc aux athlètes d'avoir encore cette chance de participer aux compétitions internationales, comme ce fut bien sûr le cas par le passé, et qui se passe également bien sûr jusqu'à présent, mais sauf que l'ampleur n'est pas ce que c'était par le passé. Et justement, il y a encore d'autres initiatives, entre autres, donner la chance aux anciens boxeurs, leur permettre de recevoir des formations pour devenir, pourquoi pas, arbitre ou encore formateur. Et sinon, et pour ceux qui sont encore en mesure de compétir, de revenir encore sur le ring, je crois que ça contribue en fait du développement de la discipline au Bénin. Voilà, une discipline que vous aimez bien. Herman, bonjour. Bonjour Christian, oui, une discipline que j'aime beaucoup, la boxe. C'est vrai que je retiens une seule phrase de ce que le vice-président vous avait dit, de ce qu'il a dit. Il dit à l'image du gouvernement, il faut changer la donne. Hein, ça veut dire qu'il a une vision claire de ce qu'il veut faire. Et j'ai aussi aimé la Ligue Pro, la Ligue professionnelle de boxe aussi. Et l'autre idée également, c'est qu'il veut faire en sorte que les anciens boxeurs, désormais, ne soient plus laissés à leur triste sort. Oui. Je me rappelle quand j'ai fait le compte rendu d'une audience d'assises ici, où un ancien boxeur s'est retrouvé mis à partie avec un individu, il lui a saigné un coup, je crois, et puis le gars, il ne passe de viatre pas. Et donc, c'est des éléments qu'il ne faut pas laisser traîner dans la rue, qu'il ne faut pas laisser traîner, sinon ça plonge notre boxe dans une situation pas du tout. Une renaissance de notre boxe. De la boxe béninoise. Et aussi, parlant de la restructuration, il a parlé de créer une ligue professionnelle pour permettre donc à cette ligue de s'occuper des boxeurs professionnels. Et donc la fédération, elle va s'en charger des boxeurs amateurs, ça veut dire de la graine. Permettre à cette graine de grandir et maintenant d'arriver au niveau professionnel. Et pendant ce temps, il y a donc cette ligue professionnelle qui s'occupe exclusivement des joueurs qui ont un niveau beaucoup plus élevé. Et donc, ça permet à la Ligue d'avoir moins de charges et à la Fédération d'avoir moins de charges. Et moins vous avez de charges, plus vous êtes performant. C'est magnifique. Une très bonne idée. De toute façon. Merci Ali.
Oui, Christian. À demain. Bonne journée. À demain. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs, dans la suite de ce programme matinal sur Canal 3 Bénin. On va parler des tortues marines, leur préservation, une préoccupation des organisations non gouvernementales du Bénin et d'Afrique. Et en tout cas, il faut rappeler que ces espèces sont véritablement et gravement menacées. Que faut-il faire pour les conserver? Nous recevons en plateau Dr Mathias Samoura Omadébé. Il est consultant en études d'impact environnemental, et en plateau on aura Herman Aliamboussou, Wakhabali Ouara et Assiomo Kanyassiomo pour revenir sur ce sujet. Dans la suite de nos discussions, on parlera donc de la levée de certaines mesures restrictives pour contrer la pandémie du coronavirus, décision prise hier en Conseil des ministres par le gouvernement. Et puis dans la suite de nos discussions, il sera question de la réhabilitation encore, de la construction d'hôtels de ville. C'est une dynamique actuellement en cours dans plusieurs communes du Bénin. Est-ce que les communes disposent véritablement de moyens pour réaliser ces rêves? Question à poser aux débatteurs. Restez avec nous. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Attention, attention. La Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. De ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Ouais, derrière Chakilopo, Canal Plus, Canal Plus. C'est la Yéhi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 70 55. Allez, ce matin, nous allons parler de ces animaux, les tortues marines. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers mois au Bénin et un peu partout en Afrique, sur les côtes. Ce matin en plateau, nous avons un invité, Dr Mathias Samoura Omadébé. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes consultant en études d'impact environnemental. Vous êtes également un chercheur dans ce domaine. Allez, de ces tortues marines, la préservation pose véritablement
véritablement un problème puisque ces espèces sont menacées et on va en parler. Siogo Kanya Siogo, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Avec Wakaba Likmara, Herman Anyamboussou, on reviendra donc sur cette situation dramatique que vivent ces animaux et très rapidement, nous allons suivre quelques intervenants à qui Siogo Kanya Siogo a tendu le micro. Ces intervenants parlent de la participation des tortues au développement local à travers l'écotourisme. On va les écouter en quelques minutes et retour en plateau, on reviendra dans nos discussions sur les constats. Ailleurs, les tortues marines participent au développement local en apportant des ressources pour l'écotourisme, par exemple, sur les pays tels qu'en Amérique, au Brésil et autres. C'est que le tourisme qui intègre les tortues marines rapporte beaucoup aux communautés locales et aux populations et aux États. Mais pourquoi pas chez nous? Du côté Afrique, nous voulons profiter de ces expériences et voir un peu comment on peut améliorer les actions avec nos communautés. Et aussi une occasion pour nous de partager nos expériences avec les autres acteurs. Comme vous le savez, le Bénin vient d'avoir les premières aires marines protégées, mais dans la région, il y a d'autres pays qui avaient des aires marines protégées et qui ont assez d'expérience dans la gestion de ces aires. Et un indicateur très important qu'on retrouve dans les aires marines, c'est la tortue marine. Et cette tortue étant très menacée sur pratiquement toutes les plages, c'est qu'il y a des actions qui se menaient individuellement ou en réseau pour contribuer à la préservation. Et ici, c'est une occasion pour nous de partager ces expériences et voir un peu comment on peut adapter au contexte de chaque pays. Parce que les conditions n'étant pas toujours les mêmes un peu partout, mais les menaces sont pratiquement les mêmes. Et ici, on essaie de voir comment on peut faire de la synergie d'action. Scientifiquement parlant, nous devrions dans l'avenir réfléchir multitaxa. Donc réfléchir à protéger pas uniquement les tortues, mais les autres espèces aussi de mammifères, d'oiseaux marins, d'élasmobranches, les requins, je veux dire. Et donc ça, c'est à la mode maintenant. Et comme j'ai dit, on ne peut pas protéger. Je donne un exemple. Lorsque, par exemple, au niveau de l'interaction avec la pêche, lorsque c'est la menace la plus importante à l'échelle globale, on ne peut pas protéger uniquement les tortues. Lorsqu'on protège les tortues, on protège les autres taxa, les requins, les mammifères, etc. Donc, c'est vrai, les tortues, mais en fait, on est en train de protéger tout. Ici, au Bénin, il y en a 4 espèces, je crois. Chez nous, puisque nous, on est méditerranéens, on a 3 espèces qui viennent en Méditerranée, dont 2 qui déposent des œufs, la caouane, careta careta, et la tortue verte. On a la Dermacoelis, la tortue lutte, qui vient nous visiter de l'Atlantique. Et donc, on a un partage quand même de cette espèce. Et ici, sur les côtes africaines, on trouve d'autres espèces. Au total, il y a 7 espèces à l'échelle globale, dont une qui est loin de nous, elle est en Australie, mais les 6 autres, on peut les trouver sur les côtes africaines. Et 3, on les trouve sur les côtes méditerranéennes. Et voilà, Siogo Kanya Siogo, vous étiez donc au contact de ces personnes interviewées qui sont engagées dans la préservation, la protection des tortues marines. C'est dire donc que la situation que vivent ces animaux sur nos côtes aujourd'hui est dramatique. Vraiment dramatique, en ce sens que les populations, souvent, quand ils sont en contact de ces tortues, elles les prennent et puis s'en servent dans leur repas, dans leurs assiettes. Et c'est des espèces menacées, c'est des espèces menacées qui méritent d'être quand même sauvegardées parce que leur existence dans l'environnement permet à la nature de s'offrir quand même certaines choses. Donc, ces organisations non gouvernementales qui se retrouvent pour la conservation et la protection de ces tortues le font dans ce sens que ça soit vraiment protégé, ça soit vraiment utile
à la nature. Donc, pour empêcher les populations de les mettre, comme on le disait au départ, dans leurs assiettes comme elles en avaient l'habitude. Et il faut vous dire qu'entre-temps, le chef de l'État était allé au niveau de l'hôtel PLM Aledio, derrière l'hôtel PLM Aledio, où il y a un espace de conservation et de protection de ces tortues-là. Donc, quand les tortues mères viennent déposer leurs œufs et que ces œufs éclosent après, les échos gardes qui travaillent là récupèrent ces tortues qu'ils conservent là pour leur permettre d'avoir un certain nombre de jours avant de les relâcher. Donc le chef de l'État était allé là-bas, sidéré, il a donné des instructions pour que celui qui s'en charge ait vraiment les moyens de continuer à faire cette œuvre vraiment, et avec les aires marines protégées aujourd'hui, je crois que c'est une très bonne chose que de conserver ces espèces en voie de menacées de disparition du moins. Oui, oui, non, on a fait là une situation, comme vous le dites, un peu dramatique, n'est-ce pas, en ce qui concerne cette agression à l'endroit donc je dirais, de ces tortues marines qui ont un grand intérêt, n'est-ce pas, en ce qui concerne la protection même de l'environnement, la beauté également de l'environnement, mais l'action humaine qui passe par là est nuisible à ces animaux. Et moi, je pense que, le travail qui a été fait, ce que Action-Bon nous a projeté, on sent qu'il y a beaucoup plus un engouement des organisations non gouvernementales. Ma foi, la question de la sécurité de nos devrait prendre également en compte la protection de tout ce qui est marine. Pour les populations, je dirais des populations civiles, la population civile, c'est une viande à la limite. Donc il faut consommer, on s'en fout. Est-ce qu'on l'élève comme le poisson et autres pour qu'elle continue, cette tortue continue de procréer, de produire, pour qu'on continue de la manger, dès lors que peut-être les vagues les amènent, ou bien l'objectif c'est peut-être venir pondre au bord des côtes rapidement. Les populations qui fréquentent les bords de nos plages s'en accaparent et paf, la tortue ou ces tortues se retrouvent dans les plats. Ma foi, il faudrait que la question de la sécurité de nos côtes puisse prendre également en compte la sécurité de ces animaux, la protection de ces espèces, de manière à ce que vraiment on ne puisse plus revenir faire des débats. La question de la sensibilisation aussi, parce que parfois c'est l'ignorance des populations qui les amènent. Quand quelqu'un est instruit, quand la personne comprend l'importance des tortues marines et autres, je me dis non, cette personne doit travailler un peu comme le fait déjà Dessous Baudrenou et son équipe. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on le recevait toujours sur Actu Matin ici, et il revenait sur le travail qui est fait derrière l'hôtel PLM Aledio, comme le soulignait tout à l'heure Asion-Bon Kanye, où c'est à partir de ce niveau qu'on a commencé par un peu comme on fait ta aux enfants, aux bébés qui, je dirais, marchent à quatre pattes. On a commencé par aider ces tortues marines qui, à des moments donnés, ont même de difficultés après l'éclosion des œufs de retourner dans la mer. Alors, pour leur garantir une certaine sécurité, on le fait. Et donc, vous voyez, l'initiative a démarré par un individu. C'est ce qu'on attend, d'accord, mais il faut un accompagnement beaucoup plus pointu qui va peut-être au-delà des instructions données par le chef de l'État lors de sa visite à cet endroit, pour qu'on puisse sentir une certaine implication du ministère du cadre de vie, des autres acteurs, et pourquoi pas toujours de ces ONG, puisque c'est un travail de tout le monde, si on peut le dire. Oui, docteur Armalébé, le constat aujourd'hui sur le terrain, au regard de tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, avec les débatteurs
docteur en plateau. Les tortues marines, nous les avons chez nous au Bénin, qui viennent échouer sur nos côtes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement des populations vis-à-vis de ces animaux-là? Merci. D'abord, les tortues marines, nous en avons 4 espèces au Bénin. Il y a la tortue verte, la tortue impliquée, la tortue... nous avons au total 4. La tortue lutte. Lutte, par exemple, ça vient des côtes américaines pour venir pondre sur la côte béninoise. Donc, c'est des tortues qui font partie du patrimoine international. Et la pression que la population exerce, d'abord, c'est des êtres vivants. Et puis, dans la chaîne alimentaire, il y a des prédateurs. Et l'homme est un prédateur de ces tortues et il mange les œufs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on commence par supprimer l'espèce dès le début. Les œufs, une tortue peut pondre jusqu'à 150 œufs à la plage, et puis lorsque ceux qui en consomment trouvent, ils ramassent tous ces œufs. Ça veut dire qu'on aura supprimé une bonne population de ces tortues. En dehors de ça, ils mangent. Quand on attrape, et puis c'est la viande, on mange. Il y a aussi, les tortues sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Donc, toutes ces pressions exercées sur ces espèces les met en danger et qui sont en voie de disparition. Parce que si la vitesse de prélèvement d'une ressource naturelle est plus élevée que la vitesse de régénération, ça veut dire que ça va disparaître. Et là, ça pose un problème. La génération future, il arrivera un moment où il y aura des générations qui ne sauront jamais ce qu'on appelle le tortue, lutte. Donc, il y a ce qui explique cet engouement de la part du monde. Il y a même des conventions, des lois pour protéger ces espèces au nom de la biodiversité. Oui, docteur Omologé l'a dit, effectivement, il y a des lois qui protègent ces espèces au nom de la biodiversité. Il y a également que le Bénin a pris des dispositions désormais en créant des aires marines protégées. Et donc, c'est tout ça qui m'amène à voir plutôt le verre à moitié rempli plutôt qu'à le voir vide. Parce que s'il y a quelques années ou des années en arrière, la protection de ces espèces-là était le seul fait des ONG et d'individus qui prenaient à eux seuls les initiatives pour pouvoir les protéger. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un accompagnement qui est fait. Si on fait bien de nous rappeler que le chef de l'État était derrière le PLM Marédio, il a été sidéré par le travail qui se fait et tout et tout. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, comme l'a dit M. Omaribe également, c'est de faire en sorte que les lois qui ont été prises au plan international, les conventions et tout et tout, auxquelles le Bénin est parti, que ces lois s'appliquent réellement. Pour que tout individu surpris en train en fait, faisant de cette tortue-là le repas, un copieux repas, que cet individu soit pris et qu'il soit vraiment puni tel que les tests le disent. Ou alors s'il n'y a pas encore des tests... Avant de manger ou après avoir mangé. En fait, si quelqu'un est pris en flagrant délit de prédation, d'abattage, ces trucs-là, il va servir d'exemple aux autres. S'il n'y a pas encore une loi qui protège ces espèces-là au plan national, qu'on fasse le plaidoyer pour qu'une loi soit prise, soit votée, et que voilà, tout individu qui se retrouve dans cette situation sache à quoi s'en tenir. Je pense que c'est beaucoup d'efforts à la fois. Et à ce moment, il y a quelques semaines également, il nous a montré Nature Tropicale, ONG, et là, c'est même bien. Et je crois celui que vous avez vu, c'est un Algéro-Tunisien qui est venu peut-être partager son expérience avec les acteurs du Bénin qui se vertuent à ce combat. Parce que c'est beaucoup de choses à la fois. Maintenant, il faut plutôt pouvoir parler loin. Alors, ok. C'est vrai que des ONG s'investissent dans la protection, la sauvegarde de ces espèces-là. Mais l'engagement que nous avons au Bénin, docteur Aromanebe, est-ce que vous pensez véritablement que ces structures qui aujourd'hui s'investissent ont les moyens pour que ces animaux-là soient préservés? Oui, merci. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment, c'est pour ça que je remercie sincèrement le président de l'ONG Nature Tropicale. D'abord, comme l'a dit Aseongwon, il y a un problème de sensibilisation et je pense que l'ONG a réussi à sensibiliser vraiment la population le long des côtes béninoises pour vraiment respecter ces animaux. Avant les travaux de l'ONG Nature Tropicale, vous voyez les gens au bord de la voie qui sont en train de vendre des tortues. Ils attrapent, ils viennent au bord de la voie et vendre. Mais aujourd'hui, il y a la peur. Vous n'allez plus, même si ça continue, c'est une destinité. Les gens ne viennent plus vendre des tortues au bord de la voie. Ils ont même jusqu'à initier une fête.
août à Grand Popo pour sensibiliser sur la protection des tortues marines en prélude de la fête de 8 janvier, en prélude de la fête de Vaudou, où ils sensibilisent sur la nécessité de préserver ces animaux qui sont très chers pour la biodiversité, protégés par la communauté internationale. Donc beaucoup de choses ont changé grâce aux travaux réalisés par notamment l'ONG Nature Tropicale au Bénin. Alors, qu'est-ce que ça... Oui, mais j'ai évoqué tantôt la nécessité d'aller vers une loi. Est-ce qu'on en a au Bénin déjà qui protège? Oui. Tout se trouve dans la loi cadre sur l'environnement au Bénin. Le Bénin a fait un travail formidable. Toutes les espèces, tout ce qui touche à l'environnement, la loi cadre sur l'environnement prévoit tout. Donc, il reste la mise en application de ces lois. Et il faut sensibiliser la population pour qu'il soit vraiment au courant de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que même dans notre constitution, chaque Béninois a droit à un environnement sain et qu'il a le droit en retour de protéger pour lui-même et pour la génération future. Docteur Oumaribé, on a comme l'impression que c'est seulement les tortues marines qui font objet d'attention de la part des gouvernants, et les tortues au niveau territorial, les tortues sur dans les marécages et autres, les tortues locales, on a comme l'impression qu'elles ne sont pas protégées et que rien n'est fait dans ce sens. Toutes les tortues sont protégées, parce qu'on met l'accent sur les tortues marines. Toutes les tortues sont protégées. Il y a la convention Ramsar qui parle des zones humides, protège toutes les espèces au niveau des zones humides. Et en luttant contre le braconnage des tortues, on lutte en même temps contre toutes les espèces marines, toutes les espèces qui se trouvent dans les zones humides. Ce n'est pas seulement les tortues marines, c'est toutes les espèces en voie de disparition qui font l'objet de protection. Les tortues marines font converger beaucoup plus les attentions. Oui, justement parce qu'à l'international, il y a des... Parce que, par exemple, je prends interne... Est-ce que c'est un problème de financement? Si je prends, par exemple, la tortue lutte, qui va quitter les côtes américaines, rien que pour pondre les œufs, viennent, par exemple, sur les côtes béninoises pour pondre les œufs, et va retourner là-bas. Si arrivé au Bénin, les braconniers bouffent ces tortues, ils ne vont plus retourner dans leur lieu d'origine. Ça veut dire que c'est un problème. Donc, c'est le point d'externalité. Vous voyez, si nous prenons par exemple l'air que nous respirons ici, par exemple, l'air n'est la propriété de personne, c'est notre propriété à nous tous. Si quelqu'un pollue l'air, vous ne pouvez pas dire il faut polluer l'air que toi tu vas respirer seul. Moi, je ne veux pas. Non. S'il pollue, il vous oblige à respirer le déchet qu'il a mis dans l'air. Donc là, vous ne pouvez pas, votre comportement ne doit pas porter préjudice à d'autres personnes. Et en matière de l'environnement, il faut faire attention parce que ce que vous détruisez ici, ne pensez pas que c'est pour vous. Ça vient d'ailleurs. Ça peut avoir de conséquences à l'international. Quelle est l'organisation mise en place à l'interne pour la protection et la conservation de ces espèces? Ah oui, nous avons d'abord notre ministère du cadre de vie qui est là. Nous avons l'Agence béninoise pour l'environnement qui est là. Nous avons les lois. Il y a les ONG qui s'investissent dans la protection de ces animaux, qui s'appliquent à l'application des lois qui protègent ces êtres en voie de disparition. Alors, Christian, je dirais de l'interrogation de Herman aux inquiétudes de Asiongo, n'est-ce pas? On constate que oui, nous avons une loi qui existe, la convention cadre, je crois, sur l'environnement, qui dit tout et qui est le témoignage d'un travail fabuleux fait par la partie béninoise. Mais il se trouve que l'application, parce que ce que dénonçait hier encore sur ce plateau Herman Anyamboso, c'est de voir que le Bénin a travaillé à voie de multitudes de lois dans beaucoup de secteurs, mais leur application sur le terrain pose problème, ce qui, ma foi, encourage les populations à nager dans l'incivisme et à faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas avoir une loi pareille et continuer de se plaindre de ce que les espèces marines et bien d'espèces dans les zones humides, n'est-ce pas, sont agressées alors que nous avons une loi. Vous écoutez tout à l'heure l'interrogation de Asiongo qui se dit que bon, au niveau des marécages, ce que nous qualifions de tortues locales, n'est-ce pas, que ces tortues sont agressées, sont consommées à tout moment.
moment, mais personne ne s'inquiète, personne n'est interrogé, personne n'est interpellé. C'est-à-dire que quoi, nous avons une loi et comme le souhaite Herman, il va falloir qu'on puisse taper du poing sur la table, peut-être accélérer la phase de sensibilisation et une fois que cette phase de sensibilisation aurait montré ses limites, qu'on rentre au fond de la loi et faire appliquer la loi à ces individus mal intentionnés qui peut-être mettent l'environnement en péril parce que quand il y a une certaine inquiétude à avoir quand on suit les explications de Aroma Degbe tout à l'heure parce que l'acte d'incivisme que vous posez, qui a de conséquences ou d'effets négatifs sur l'environnement ici, peut avoir de conséquences, n'est-ce pas, à l'échelle planétaire. Donc, il y a un véritable problème qui se pose. L'environnement nous appartient à nous tous. Nous avons le devoir, l'ultime devoir de nous associer et faire ce qu'il faut pour que, nous puissions bien nous porter. D'accord. Alors, protéger ces animaux, ça va au profit de l'environnement et aussi au profit du développement local. Vous voulez dire? Oui. Il y a l'écotourisme, il y a ces animaux jouent un rôle important. Si je prends, scientifiquement, si je prends la chaîne alimentaire, dans la chaîne alimentaire, si vous bouffez, vous refusez d'être bouffé, ça pose un problème. Ce que vous bouffez, ça risque de disparaître. Et votre population va commencer par augmenter exagérément. Et ça pose un problème de lutte interspécifique ou bien de lutte intraspécifique. C'est pour ça qu'il faut la diversité biologique. Chaque être vivant, chaque espèce dans l'écosystème a son rôle. Donc c'est important pour la biodiversité. Il faut chaque espèce. Pour un écosystème sain, par exemple, chaque espèce, les espèces, il doit avoir un grand nombre d'espèces représentées chacun par un nombre d'individus bien déterminé. Mais si vous êtes à un niveau où vous avez des espèces, le nombre d'espèces est très faible et chaque espèce est représentée par un nombre très élevé d'individus, ça c'est un écosystème pollué. Ce n'est pas bon pour la nature, ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc c'est très important la protection des espèces, surtout les espèces qui connaissent la pression. La pression d'autres espèces, notamment l'homme. C'est l'homme qui a en réalité le problème. Il exerce des pressions sur les animaux pour satisfaire ses besoins sans penser à leur régénération. C'est là le grand problème. Heureusement, il y a des lois qui existent pour protéger ces espèces-là. Et l'ONG Nature Tropicale a fait un grand travail de sensibilisation parce qu'avant de respecter une loi, il faut connaître la loi. Il faut connaître la loi. Et puis ça donne son effet parce que je l'ai dit tantôt, il est rare. Il est rare pratiquement. On ne trouve plus des gens exposés des tortures au bord de la voie pour vendre. Il est rare. Maintenant, il faut passer, lorsqu'on trouve des gens en train de vendre des tortues, bien en train de ramasser des œufs, malgré les sensibilisations, on les prend et puis on applique la loi. Lorsqu'on va commencer par appliquer la loi, on va commencer par punir les gens. Il y aura beaucoup plus peur dans cette histoire de lutte contre les animaux en voie de disparition. Super, oui, Herman. Oui, il faut ajouter à tout ce qui a été dit sur ce plateau, quand même, ces recommandations faites par M. Moussou-Boutirem la fois dernière, quand il était sur le plateau, où il disait que l'État, dans sa politique de construction de la voie, Cotonou-Ouida, doit tenir compte de comment positionner les lampadaires pour que ça ne puisse pas trop éclairer également les côtes, parce qu'il dit que les tortues marines viennent pondre des œufs ici la nuit et donc veulent profiter de l'obscurité pour pondre des œufs. Donc s'il a une certaine intimité, si la voie est trop éclairée, si les côtes sont trop éclairées, ça peut les amener à migrer ailleurs. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Il faut souhaiter cette collaboration qui a d'ailleurs pris corps entre les ONG, le ministère du cadre de vie. Je pense que c'est aussi un élément essentiel du gouvernement actuel. On a dit ministère du cadre de vie, non ministère de l'urbanisme, le cadre de vie, parce qu'on sait que le cadre de vie, c'est un ensemble de tout. Il faut pouvoir protéger ces êtres en voie de disparition. Voilà, on va finir avec vous sur ce sujet. Et puis laisser cette tortue-là migrer ailleurs serait une perte pour le Bénin. Oui. Parce que lorsqu'on parle d'écotourisme, on sait que ça draine du monde. Et une fois, nous étions allés derrière l'hôtel PLM à Lédio, mais il y avait une école de la place qui était allée là-bas en excursion avec les apprenants. Et puis, ils ont laissé quelque chose au monsieur qui prend soin de cette tortue à ce niveau-là. Et quand le chef de l'État y était aussi, ces instructions consistaient à faire aménager l'endroit correctement pour le monsieur qui s'en occupe. Et puis, ma foi, il me semble qu'il est aussi parti avec
une enveloppe pour pouvoir bien s'occuper de motivation pour saluer ses efforts. Parce qu'il donne à manger à ces tortues et puis quand les gens passent, il en récolte quelque chose, c'est son boulot. Ça lui permet vous comprenez que ça, on est à Cotonou. Ailleurs, par exemple, si des touristes se déplacent vers un Ablékété ou bien vers Grand Popo, vous voyez, c'est des revenus quand même pour ces populations, pour ces personnes qui n'ont pas autre chose que ça. Voilà, docteur. Et comme l'a dit Herman, tout ça, c'est organisé. Le Bénin a pris toutes les dispositions. Vous parlez de route des pêches. Tout travaux, tout projet doit, normalement, avant d'être exécuté, bénéficier d'une étude d'impact environnemental. Et l'étude d'impact environnemental prévoit tout ça. Et il faut mettre en place un plan de suivi pour, si vous voulez, par exemple au niveau de la route des pêches, on devrait normalement prévoir dans ces études d'impact environnemental quand est-ce qu'il faut éclairer, quels sont les types d'engins qui peuvent passer sur ces voies. Si c'est des gros camions avec des bruits tout le temps, ça peut perturber ces tortues. On peut réglementer les heures de passage de ces engins en fonction des heures où les tortues viennent pondre des œufs, etc. etc. Donc tout ça, le Bénin a pris toutes les dispositions et il suffit de respecter les tests. Il ne faut pas, lorsque vous avez une idée de projet de développement, on a besoin du développement, mais il faut tenir compte de l'environnement. Et savoir aussi associer les acteurs qui Voilà. Allez, on va changer de sujet. Depuis 2019, on traîne cette pandémie. On continue d'en parler d'ailleurs, même si ça ne se fait plus de manière très intense. Et le gouvernement, hier, en Conseil des ministres, a pris un certain nombre de décisions pour alléger des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie Covid-19. On se rappelle qu'entre-temps, c'était des mesures véritablement bien corsées où les discothèques étaient fermées. Il y avait l'interdiction de regroupement massif, l'obligation de respect de la distanciation sociale. Pour les manifestations, il n'y a pas de regroupement de plus de 50 personnes et bien d'autres, mais toutes ces mesures sont finalement levées par le gouvernement. Ce qui est maintenu, c'est l'obligation du port obligatoire de masques dans les transports en commun, l'obligation également vaccinale pour le personnel médical, paramédical et bien d'autres, le lavage des mains. Ces mesures restent. Oui, on a constaté que depuis, je crois, 2 ans que l'affaire de pandémie de coronavirus est arrivé, ça a paralysé bien de secteurs. Des individus en ont fait des frais, on a enregistré des cas de mort, des cas de contamination et aujourd'hui, à la base d'un certain nombre de constats, le gouvernement a décidé, de constats bien entendu qui prend en compte le fait que les cas de contamination ont considérablement baissé. Le gouvernement a décidé hier en Conseil des ministres d'alléger les mesures. Un certain nombre de dispositions ou d'interdictions, de restrictions prises par le passé ont été revues. C'est dire que ce n'est pas tout qui est levé. Ça ne veut pas dire que le coronavirus est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les gestes barrières. La preuve, c'est que le porte-parole du gouvernement a insisté lors du compte rendu, n'est-ce pas, sur les détails liés. C'est les détails que vous avez lu tout à l'heure. Le port obligatoire de masques, le vaccin, la vaccination qui reste obligatoire au moins pour le personnel médical et bien d'autres. C'est un soulagement parce que oui, la pandémie a paralysé, comme je l'ai dit d'entrée, n'est-ce pas, bien de secteurs et nous en souffrons encore aujourd'hui. On paie le coût, sinon le tribut lourd lié donc à cette pandémie et aujourd'hui l'économie, si elle est souffrante, quand on dit le panier de la ménagère est vide, quand on dit que les produits de grande consommation ont pris un coût, sont élevés, c'est parce que, n'est-ce pas, il y a eu coronavirus qui est passé par là et qui affaiblit les rendements, la production à bien d'endroits. Donc, il faut relancer les choses, mais en gardant constamment à l'esprit que la pandémie est toujours là. Il faut prendre les dispositions pour ne pas aggraver la situation parce que, un peu comme on dit, on se connaît au Bénin. Il ne faudrait pas qu'on profite de ces allègements et aller dans des excès pour que très vite on puisse trouver l'inverse de la cour. Oui, cette fin de restriction arrive-t-elle trop tôt au Bénin?
Pas trop tôt. Ça fait plus de 2 ans que des mesures ont été prises pour endiguer le mal. Et si on a attendu 2 ans pour alléger le dispositif de sécurité, ça veut dire que il y a un résultat qui a montré quand même l'efficacité de ces mesures. Mais il y a une catégorie d'acteurs économiques qu'il faut avoir à l'œil, les conducteurs de minibus qui font le plein, qui ont fait le plein tout le temps, depuis l'imposition de ces mesures restrictives. Vous avez quoi contre les conducteurs de Togo-Togo? Non. Bon, allez, c'est vous, c'est vous. C'est des acteurs économiques, c'est des transporteurs qui font de surcharge exagérée et ils se faufilent dans les ruelles, ils ne prennent pas par les grands axes pour se rendre au point de destination, ils passent dans les ruelles, pour éviter les forces de sécurité. Le gouvernement avait déjà prévenu au départ de la prise de ces mesures que lorsque la situation se serait améliorée, qu'il allait alléger les restrictions. Et voilà qui est fait. C'est déjà bien lorsque, par exemple, les acteurs culturels qui depuis plus d'1 an n'ont plus d'activité, alors que c'est des gens qui ne font que ça là. Lorsque on en arrive maintenant à les autoriser à organiser leurs activités, je crois que c'est une bonne chose. Justement, devrait-on assister à une sorte de laisser-aller maintenant, docteur? Non, ces mesures de restriction levées, c'est en fonction de l'évolution du mal. Ce n'est pas est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard, ce n'est pas là le problème. C'est l'évolution de la pandémie dans notre pays qui autorise à ce qu'on mette fin à certaines restrictions. C'est une bonne chose et la vie reprend. La vie reprend dans un certain nombre de domaines. Les discothèques, les fêtes, parce que les Villois aiment quand même fêter. C'est dire aussi, ça n'avait pas cessé longtemps. C'est une bonne chose. Mais par contre, il y a d'autres mesures qui restent et je pense que ces mesures vont rester pendant longtemps. En principe, même sans coronavirus, on devrait normalement se laver les mains régulièrement. Parce que l'endroit du corps le plus sale, c'est la main. Ce sont les mains qui sont l'endroit le plus sale. Parce que l'argent que vous avez, si vous attrapez un billet, ça peut passer dans les mains d'un fou, sur des tas d'ordures, ça peut passer dans la main d'un malade, etc. Ça tombe dans vos mains, vous utilisez, mais vous ne lavez pas la main, vous n'avez pas l'habitude de vous laver la main avant de manger. Vous saluez des gens, on serre la main aux gens, mais celui que vous avez salué, par exemple, du matin, pendant 2 ou 3 heures, du matin jusqu'à 10 heures par exemple, il a envoyé les doigts dans les narines une fois pour gratter, il a envoyé les doigts dans les fesses pour gratter, mais il n'a pas lavé la main, il vous salue, il vous donne un peu de ces déchets là, et donc ça veut dire que vous distribuez. Donc, quel que soit on peut faire toutes les restrictions, mais je pense que le lavage des mains, c'est une bonne chose. De masque aussi, c'est une bonne chose, parce que autant de nos rois, si vous voyez le roi Goliath, par exemple, il a toujours son filtre au niveau des narines pour filtrer le bon air. Donc c'est important. Est-ce qu'on ne va pas s'abstenir de se donner la main désormais? Non. Si vous lavez régulièrement les mains, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous saluer parce que c'est humain. Si vous avez un endroit de votre corps qui gratte, c'est humain. Vous envoyez, vous grattez. La description détaillée que vous avez faite. Oui, mais on s'en rend pas compte. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. On s'en rend pas compte, c'est la réalité. On se distribue les microbes, on se distribue les déchets, on s'en rend compte. C'est pour ça qu'il faut nécessairement, même si on lève toutes les restrictions, que la mesure qui consiste à se laver les mains régulièrement, que cette mesure au moins reste. Très bien. Lavage des mains, vous voulez que ça reste. Le port de masque également, obligatoire surtout, dans les villes au sud du Bénin, les villes peuplées, quand vous entrez en circulation, dans les rues de Cotonou, la fumée, des moteurs, la poussière et bien d'autres choses. Ça rend malade. Non, je pense que s'il est une leçon qu'on va tirer de cette pandémie-là, c'est le changement d'habitude chez les Béninois. Il a rappelé tantôt, peut-être même qu'il faut commencer par l'appliquer et donc faire en sorte que ça puisse entrer dans nos habitudes.
c'est la salutation à l'indienne. Dans certains pays, par exemple, on ne se salue pas. On ne se serre pas la main, hein, c'est juste un petit bonjour et puis chacun passe son chemin ici. Ici pour montrer qu'on est chaleureux, qu'on est et puis on se dit bon voilà, pour montrer qu'on est. Je pense que c'est le coup de poing. Peut-être qu'il faut que ça reste et qu'on continue comme ça. Mais en même temps, Ouarab l'a dit et je crois que le docteur Monego aussi l'a dit. C'est est-ce qu'il fallait, à mon sens, annoncer comme ça officiellement l'allègement des mesures parce que tout de suite, le Béninois va dire Togan ne soit dire que Azonvo. Béninois de Azonvo. Donc, je pense qu'il faut alors, dans ce sens, se lancer encore dans une action de sensibilisation pour dire clairement à ceux qui ont entendu, attention, Azonko voit, la maladie n'est pas encore terminée, on n'a pas encore décrété la fin officielle de la maladie. Et donc les mesures restent. Le port de masque, par exemple, qui d'ailleurs, comme l'ont fait constater beaucoup de spécialistes des maladies au niveau de nos ORL, ils ont constaté qu'avec le port de masque, ça a diminué sensiblement les cas de maladies liées un peu à la fumée et tout. Et puis voilà, je pense que c'est beaucoup d'éléments à la fois. Il faut sensibiliser pour que tout de suite on ne se retrouve pas en train de se batailler ou de batailler avec des gens qui vont dire attention, ça vous n'entrez pas ici, ça, vous allez voir tout de suite un soulèvement. Je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là, sensibiliser pour dire aux Béninois que ce n'est pas pour la fin de la maladie. Oui, je pense que même au niveau du Conseil des ministres, on a dit que la vaccination continue. Cela veut dire que la maladie est toujours là. Oui, elle est toujours là. Donc il faut faire attention à la vaccination. Et moi, je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner. Contrairement à ce que les gens racontent, aucun chef d'État, aucun père de famille ne peut décider massacrer tous ces sujets. Parce que autoriser la vaccination, c'est qu'on est sûr que c'est pour protéger sa population. Le chef de l'État l'a fait, les médecins. Bon, les médicaments que vous allez prendre dans les officines, vous êtes témoin de leur fabrication. Si les gens veulent vous tuer, est-ce que c'est pas ces vaccins qu'on va vous tuer? Il y a pas mal de choses. Les médicaments, vous tombez malade, on vous prescrit un médicament contre le palu ou autre là. Si les gens veulent vraiment exterminer l'Afrique, ils peuvent mettre des trucs dans ces médicaments. Vous prenez, vous allez mourir. Ils ne vont pas attendre les vaccins contre le coronavirus pour vous exterminer. Donc c'est un faux problème que les gens aillent vraiment se faire vacciner pour éviter, parce qu'il peut, à tout moment, il peut y avoir encore d'autres vagues de maladies pour qu'on se protège vraiment contre le mal. Il y a même des pays où des gens sont allés au-delà de 3 doses. En France, je crois que une certaine génération est à la 4e ou à la 5e dose. Déjà, c'est toujours dans l'optique de se protéger, que ces dispositions sont prises. Alors que ici au Bénin, des gens disent ils vont nous tuer, ils vont faire ci, on va faire ça, alors que c'est pour votre propre protection. Maintenant, cela constitue encore un danger pour ceux qui se sont fait vacciner. Parce que quand vous ne le faites pas et que vous fréquentez avec les autorisations qui sont tombées depuis hier, quand vous fréquentez ceux qui ont fait le vaccin, il n'est pas exclu que ceux qui ont fait le vaccin contractent la maladie. Donc il faut vraiment... En tout cas, ne pas s'arrêter, continuer de sensibiliser les gens à se faire vacciner. On va finir avec... le beau qui s'annonce au niveau des conseils communaux, je dirais au niveau des mairies, puisque les différents conseils communaux inscrivent désormais en lettres d'or, je dirais, la restauration, la réhabilitation ou la construction de nouveaux bâtiments pour abriter l'hôtel de ville à Cotonou. Ça a été annoncé il y a de cela quelques semaines par le maire. À Porto Novo, c'était pareil. À Abomey-Calavi, on parle de réhabilitation de l'hôtel de ville ou d'un déplacement envisagé de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi pour un autre quartier, à Djougou, à Parakou et bien d'autres. C'est-à-dire donc qu'il y a une dynamique en cours, un certain réveil pour donner un autre sens à la décentralisation, Herman. Oui, quand la terre est solide, c'est la tête qui est en forme. Aujourd'hui, ou alors hier, j'ai parcouru encore le grand boulevard derrière la présidence et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ce pays. Oui. Et quand vous avez un chef d'État qui insuffle cette dynamique-là, vous voyez que les maires aussi ont pris le pli. Aujourd'hui, on n'assiste plus à cette
levée de bouclier au sein des conseils communaux municipaux. On dit tel veut pour mauvaise gestion, on veut le gommer, on vote sanction, on veut l'enlever. Il y a une dynamique en cours dans les conseils municipaux et communaux. Vous avez cité le cas de Cotonou, par exemple, on a déjà dit que pour un hôtel de ville, vitrine du Bénin, parce qu'à Cotonou, le maire envisage, ou le conseil municipal envisage déjà de reconstruire ça, parce qu'effectivement, l'image que projette ces bâtiments enchevêtrés à la mairie de Cotonou, c'est pas une bonne image. Et on nous a dit que le financement est déjà là. À Porto-Novo, même chose. Le conseil, je crois, c'est municipal aussi, hein, là, c'est tout particulier aussi pour le conseil municipal aussi a déjà entériné la chose pour qu'on puisse revoir. Parce que quand vous allez à Porto-Novo, vous vous demandez, mais où se trouve finalement l'hôtel de ville? Et c'est quand vous parcourez, vous vous retrouvez dans un faux coin quelque part là. Je pense que c'est également une autre dynamique qui est en cours. À l'intérieur du marché. À Boumé-Calavi à côté aussi. Vous voyez, il y a une action qui avait démarré en temps et aujourd'hui, je pense que ça se poursuit. Plein d'exemples comme ça, on peut en citer. À Djougou aussi, on annonce également que les réflexions sont en cours pour essayer de refaire les choses. Je pense qu'il faut souhaiter que des gens de ce niveau-là, de cette vision-là, puissent prendre le pouvoir dans les conseils municipaux et communaux. Ça va participer à développer ces différentes communes. Oui, des réactions. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain, et bien entendu un cadre dans un cadre de service sain, ça lui amène à bien réfléchir et à produire les résultats qu'il faut. C'est-à-dire que nous avons des maires qui ont pris l'initiative de mettre leurs collaborateurs, de mettre les autres cadres de la mairie, de leur municipalité, c'est selon les endroits, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions, de manière à ce qu'on puisse pousser loin la décentralisation, on puisse poser des actions qui touchent bien les populations, qu'on puisse réfléchir positivement. Parce que sans citer ici et créer de jaloux, peut-être égratigner des gens, sincèrement, il y a des mairies quand vous allez... il n'y a pas. Franchement, ça ne ressemble pas à un cadre où vraiment on a élu des gens pour qu'ils puissent travailler. Et ça ne donne vraiment de certains arrondissements. Parce que qui dit mairie dit finalement arrondissement, ce sont des bras opérationnels ou d'autres démembrements de la mairie centrale. Donc quand l'hôtel de ville n'est pas si attrayant, n'est pas agréable, ça pose un véritable problème. Et surtout quand vous rentrez à l'intérieur, il y a des endroits, d'abord, que ce soit à véhicule ou à pied, sincèrement, accéder à cette mairie, c'est un véritable problème. Donc, c'est-à-dire que ce sont de bonnes réflexions. À Calavi, un travail se faisait déjà et se poursuit. À Cotonou, on veut Porto-Novo également. À Djougou, il y a Malik Komina qui veut recentrer le débat sur ce qui concerne donc la municipalité de Djougou. Djougou, c'est une ville carrefour, c'est une grande ville, mais en termes d'abord de superficie, de dimension de l'hôtel de ville de Djougou, franchement, ce n'est pas fameux. C'est d'abord saluer ces cadres qui ont d'ailleurs accepté de travailler dans ces différentes mairies, les 77 mairies du Bénin, dans des conditions qui ne sont pas toujours agréables. Très bien, assurément. Oui, c'est une très bonne chose que des élus municipaux et communaux décident de revoir leur cadre de travail. Quand on parle des mairies, c'est quand même des collectivités décentralisées. C'est le gouvernement en miniature dans chacune de ces communes-là. Donc ça doit présenter un aspect quand même d'esthétique. Lorsqu'on passe aujourd'hui devant le palais de la Marina, on voit tout ce que ça présente comme beauté. Et il le faut également au niveau des communes. Mais pendant ce temps, hier soir, la mairie de Dogbo a connu un petit incendie. Et je crois que les autres maires iront en soutien à leur homologue de Dogbo. Il faut revoir tout ça. Oui, sur ces initiatives en cours. Oui, je crois que c'est un effet de contamination, parce qu'il faut voir comment le chef de l'État, qui aime le beau, comment il a transformé le palais de la Marina. Je pense que les maires qui travaillent au Bénin, les maires issus des différentes réformes opérées par ce chef d'État, quoique ces maires aussi doivent avoir les mêmes ambitions
que le chef de l'État, mettre les compatriotes, ceux qui travaillent dans ces mairies dans de très bonnes conditions. Je crois que c'est une bonne chose et que cela fait école à toutes les mairies du Bénin pour que vraiment ça participe au développement de notre pays. Justement. Merci. Je voudrais rapidement pour terminer, je voudrais quand même qu'on fasse un effort pour archiver un peu certaines choses, parce que quand vous passez devant le port aujourd'hui, si on vous dit qu'il y a un ministère des Infrastructures qui est resté là, s'il y a eu la transaction qui est restée là, la direction des qui était là, vous allez dire non, il n'y a pas photo. Donc je pense qu'il faut travailler quand même avant de faire ces photos-là. Nos enfants qui n'ont pas connu ces différents endroits puissent savoir qu'avant, c'était dans cet état, et voici dans l'état dans lequel elle ne peut pas voir nous offrir des tirs. Dans un temps très court, les gens sont opérés. Franchement, c'est formidable. Le carrefour de l'autorisation du Bénin, qui était un carrefour pratiquement impraticable. Aujourd'hui, vous circulez là, et vous avez. Et puis même métamorphose, très rapidement, derrière la présidence, quand vous roulez, que vous appuyez sur le truc, vous vous demandez à la fin si vous ne pouvez pas freiner, quoi, parce que la voie est tellement bien vaste. Quand on se demande où il faut circuler. Je me demande si ce n'est pas les Champs-Élysées bis qu'on trouve de ce côté, parce que c'est même plus long que les Champs-Élysées qui part de Concorde, la place de la Concorde jusqu'à au niveau de l'Arc de Triomphe. C'est plus long. C'est très vaste et je dirais même... C'est magnifique. Magnifique. Un truc comme ça chez nous. C'est ce que nous voulons. Il y a un téléspectateur qui dit que c'est un sujet important que nous abordons là ce matin. Et il voudrait qu'on fasse un tour au niveau de la mairie de Zé pour voir le cadre dans lequel se trouve cette mairie. Et il demande avec notre ami avec ça. Il demande au maire de faire comme les autres maires qui pour l'initiative. Non, c'est tellement ça fera effet de contagion, comme on dit. Ce sont des cas d'école chez ces différents maires, n'est-ce pas, qui sans doute seront confiés ailleurs. Encore faudrait-il que les autres conseillers puissent accepter aussi d'accompagner et que les populations aussi participent, parce que le maire n'ira pas vendre les parcelles de ses parents ou les domaines de ses parents pour venir construire dans la ville. Il y a la criette, et quand on entend criette, on crie. Voilà. Allez, docteur Aroualévé, merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Herman Aliambossou, merci bien. Merci à vous, Ahab Ali Farah. Bon, avec vous, nous aurons la revue de presse. C'est dit à préparer. Ça fait combien de minutes? Nous sommes jeudi. Ah d'accord, c'est jeudi. C'est Narcisse. Voilà. Ah oui, Narcisse Alossé qui a préparé la revue de presse. Et c'est ce que nous allons suivre d'ailleurs. C'est parti. Osez. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, les mesures prises pour lutter contre la Covid-19 viennent d'être allégées. Et selon les journaux, c'est une décision du gouvernement qui est prise en Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 16 mars 2022. Conseil des ministres, allègement des mesures contre la Covid-19, peut-on lire à la tête de une du quotidien matinal. Lutte contre la Covid-19, ajoute l'autre quotidien, allègement des mesures préventives et restrictives. Ainsi donc, des mesures telles que la fermeture des discothèques et assimilées, l'interdiction des regroupements festifs dans les lieux publics, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'obligation de distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun et la suspension des événements et manifestations à caractère culturel
festifs, sportifs et religieux sont levées, tout comme celles liées à la suspension de la participation de toute personne de l'administration publique et du secteur privé non vacciné contre la COVID-19 à des rencontres publiques. En revanche, les journaux nous apprennent que d'autres gestes barrières sont maintenus. Il s'agit, selon le relevé du Conseil des ministres, du port de masque en tout lieu public, du lavage systématique des mains à l'eau et au savon, de la vaccination à toute personne éligible. En ce qui concerne spécifiquement les voyageurs, l'entrée sur le territoire béninois est assujettie à la présentation du PCR négatif datant de 5 jours au plus ou d'un TDR antigénique négatif de 72 heures au plus. À en croire le quotidien La Nation, l'allègement des restrictions contre la propagation de la COVID-19 est le fruit d'une riposte avisée du gouvernement béninois. Le quotidien Fraternité lui voit l'épilogue d'une pandémie et la relance de l'économie béninoise. Après 2 ans de calvaire, d'appréhension et d'énormes pertes financières pour les promoteurs de biens de secteur économique, souligne le journal, la COVID-19 a laissé des traces. Mon confrère s'attarde surtout sur le secteur de loisirs qui, selon lui, a été le plus éprouvé. Durant tout le temps qu'a sévi la pandémie au Bénin, nombreux sont les employés des discothèques et d'autres acteurs culturels qui ont broyé du noir en relève Fraternité pour qui la COVID-19 a freiné l'essor économique du pays. Maintenant que les pays du monde en général et le Bénin en particulier vivent l'épilogue de la pandémie, l'essentiel sera de retrouver le train de la marche socio-économique, conseille le Canard de Ménotin. Tout comme ces mesures restrictives, des nominations ont été prononcées à l'issue du traditionnel conclave des membres du gouvernement. Les journaux, dans leur majorité, insistent sur celles concernant la Cour des comptes. Ici, informent mes confrères, 3 présidents de chambre ont été nommés. Il s'agit de Roch David Nyangoui, nommé président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l'État, Dandy Nyamou, appelé à prendre les rênes de la Chambre de contrôle des comptes des entreprises, et Michel Odette Andrea Karina Dossou, nommé à la présidence de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes des collectivités locales. Ainsi donc, les chambres de juridiction financière créées depuis peu au Bénin ont désormais des occupants, semble se réjouir le quotidien Fraternité. Il faut maintenant que les intéressés habitent pleinement leurs fonctions en mettant en branle les différents aspects de la démocratie financière, conseille le journal. En tout cas, si on doit rester dans l'esprit de la réforme et des résultats escomptés, la mission assignée à ces nouveaux présidents de chambre n'est pas du cadeau, insiste mon confrère, qui nous rappelle que la Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Dans la suite, ce matin, la réalisation de la liste électorale informatisée l'EI. Les journaux nous apprennent que l'opération d'affichage et de collecte d'informations complémentaires démarre ce jour sur l'ensemble du territoire national. Du coup, les citoyens figurant sur le registre national des personnes physiques issues du RAVIP sont invités à se rapprocher des postes de collecte installés dans les arrondissements pour fournir les informations personnelles indispensables. Mes confrères rapportent surtout le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP qui lance un avertissement aux citoyens qui brandiront de faux récépissés RAVIP. Aux indélicats, le traitement sera sévère, prévient Cyril Goubedji dans les colonnes des journaux. De toutes les façons, souligne le quotidien Le Matinal, le RAVIP reste le passage obligatoire pour les électeurs en ce qui concerne les législatives du 8 janvier 2023. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain.
Allez, pile 9h, c'est la fin de ce numéro d'Actu Matin. Merci à tous de votre attention. Très bonne journée du jeudi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir. Mauke